Il y a un nom qui est sur toutes les lèvres en ce moment, c'est celui de Zoran Mamdani. Bourgeois ne sont que des bandits. Ils volent les rues et travailleurs pour avoir des profits. Mais unis comme dans une grande armée, nous écrasons la bourgeoisie, rien ne peut nous arrêter. Nous écrasons la bourgeoisie, rien ne peut nous arrêter. Donc, la ville de New York a un nouveau maire qui est un socialiste autoproclamé. Zoran Mamdani, un membre des Democratic Socialists of America, a gagné ce qui est probablement l'élection la plus spectaculaire pour un socialiste aux États-Unis, voire en Amérique. Puis il n'a pas volé d'ailleurs. Il a gagné plus de 50% des voix, 1 million de votes, dans ce qui est le plus haut taux de participation à une élection à la mairie de New York depuis 1969. Donc on est ici pour discuter des leçons de cet événement-là, les leçons pour la gauche au Québec et au Canada. Donc je m'appelle Julien Arsenault, je suis ici avec Benoît Tanguay. Salut Benoît. Tous deux membres du comité exécutif du Parti communiste révolutionnaire. Donc oui, pour mettre un peu en contexte, c'est effectivement une victoire extrêmement significative. Donc, un maire socialiste, on n'avait pas vu ça depuis très très longtemps, voire jamais. Il a gagné sur une campagne qui a mobilisé des dizaines de milliers de personnes, donc 104 000 bénévoles dans sa campagne à New York. Il y avait des stats aussi qui montraient comment il avait trouvé 6 500 nouveaux volontaires qui avaient accepté de faire du bénévolat avec le porte-à-porte, en fait. Ils se faisaient cogner à leur porte, ils disaient veux-tu être bénévole pour la campagne de Zoran? Puis ils acceptaient de le faire. Un autre 8000 acceptaient de le faire via des appels téléphoniques. Puis c'était une campagne axée sur le coût de la vie. Donc, Zoran promet un gel des loyers pour 2 millions de locataires new-yorkais. Il promet des autobus gratuits. Il promet des garderies gratuites. Il s'est même inspiré du Québec. Il parlait, au Québec, ça marche. Elles ne sont pas gratuites, mais bon. Le point, c'est qu'il veut réduire le coût des garderies, qui à New York et aux États-Unis est absolument épouvantable. Puis je vais juste citer son discours de victoire, en fait, parce que ça donne un aperçu de ce qui se passe. Il commence en disant le soleil s'est peut-être couché sur notre ville ce soir, mais comme l'a dit Eugene Debs, je vois poindre l'aube d'un jour meilleur pour l'humanité. Il dit depuis toujours, les travailleurs de New York se sont fait dire par les riches et les personnes bien connectées que le pouvoir ne leur appartient pas. Des doigts meurtris à force de soulever des cartons dans les entrepôts, des paumes calleuses à force de tenir le guidon des vélos de livraison, des jointures marquées par les brûleurs de cuisine, ce ne sont pas des mains qui ont été autorisées à prendre le pouvoir. Et pourtant, au cours des 12 derniers mois, vous avez osé viser plus haut. Ce soir, contre toute attente, nous avons saisi cette chance. L'avenir est entre nos mains. Ça, c'est extrêmement significatif. Puis c'est qui Eugene Debs, le gars qu'il a choisi de citer dans son discours? C'est un membre fondateur des IWW, le syndicat le groupe anarcho-syndicaliste, un fondateur du Parti socialiste américain, qui a fait 5 campagnes présidentielles au début du 20e siècle. Il a gagné 1 million de votes à la présidentielle en 1920 alors qu'il était en prison. Donc c'est lui que Zoran a choisi de citer pour commencer. Et puis à la fin de son speech, il dit je suis jeune, malgré tous mes efforts pour vieillir. Je suis musulman. Je suis socialiste et démocrate. Et le plus accablant de tout, je refuse de m'excuser pour tout ça. Donc, c'est ça qu'on a qui se passe à New York. Et sans surprise, ça a été accueilli dans la joie, dans l'excitation par la gauche aux États-Unis, et au Québec et au Canada. Donc, il y a beaucoup à discuter. Mais peut-être pour commencer, on peut peut-être commencer en rigolant un peu, parce qu'il y en a qui trouvent ça moins drôle, en fait, la victoire de Zoran. Les médias, la classe dirigeante américaine, et une grosse partie d'elle a pété un câble et est complètement hystérique. Mais c'est le cas aussi des médias au Québec, au Canada. Je ne sais pas si tu as quelques exemples pour nous lancer. Ouais, c'est ça. Si tu lis le Journal de Montréal, c'est l'arrivée de Lénine au pouvoir Ouais, en, littéralement. littéralement. Nathalie Elgrabi du Journal de Montréal dit que ses engagements rappellent davantage Lénine que Lincoln. Euh, oui, c'est ça. Puis là, elle nous ramène évidemment les goulags, Pol Pot, la Corée du Nord. Ouais. C'est ça, c'est Kim Jong-un au pouvoir là, en ce moment. Ouais, je l'ai ici. Elle dit si certains engagements de Mamdani s'apparentent au socialisme, les propos qu'il tient trahissent une idéologie communiste
décomplexé. Ben, moi, ce que je dirais à ça, c'est si seulement c'était le cas, si seulement c'était vrai, ben, ce serait encore mieux, en fait, de notre point de vue. Mais Elle dit détestation du capitalisme, de la propriété privée, idéalisation de la nationalisation des moyens de production sont des indices révélateurs. Ouh, ça fait peur. Mais c'est quand même c'est marquant pareil parce que au bout du compte, le programme de Mamdani, je veux dire, c'est loin d'être le communisme, là. On parle des transports en commun gratuits, je veux dire, des garderies gratuites ou à 5 On a déjà ça au Québec, on est loin d'être dans le communisme. En fait, c'est des réformes dans les années 60, dans les années 70, n'auraient pas fait soulever un sourcil, là. Mais c'est à notre époque, ces réformes-là ont l'air d'être extrêmement radicales. Mais c'est quand même particulier que après ça, la classe dirigeante, la seule chose qu'elle soit capable de dire pour essayer de faire peur aux gens, c'est de dire c'est du communisme. Ça, c'est du communisme. Mais c'est quoi l'effet que ça a sur les mentalités des gens? Ils disent c'est ça du communisme? Bah, c'est peut-être pas si pire que ça, dans le fond. Ouais, c'est quoi? C'est l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Puis à force que la classe dirigeante tape le clou des socialistes, des communistes, ben effectivement, ça fait que des gens vont s'y intéresser. Puis non, effectivement, mais le programme de Mamdani, ça contraste avec ce qu'on voit aux États-Unis depuis très longtemps. Puis ouais, j'avais un autre exemple, juste un petit dernier. National Post, je vais le dire en anglais. The lying, cop-hating, race-baiting socialist Zoran Mamdani era is here. Un article un peu zélé. Oui, donc, mais c'est ça l'attitude de la frange plus extrême, qui panique à l'idée que quelqu'un propose des solutions aux problèmes de la classe ouvrière à New York. Puis il y a un autre article de Vincent-Philippe Foisy, je pense, dans le Journal de Montréal. Il dit, lui, il est un peu plus, son ton est un peu différent, mais lui, c'est intéressant parce qu'il dit, il dit qu'il y a quelque chose à apprendre. Son article s'appelle même Zoran Mamdani et les leçons pour QS et le NPD. On va en parler tantôt, mais il dit qu'il y a d'autres démocrates qui ont gagné aussi. Il n'y a pas juste Mamdani, il y a Mickey Sherrill, Abigail Spanberger au New Jersey, en Virginie. Puis il dit qu'ils sont loin d'être des socialistes. Donc là, c'est une leçon importante. La gauche a besoin d'agrandir la tente. Mais il ne comprend pas du tout ce qui s'est passé, en fait, parce que des démocrates ont gagné dans des villes où ils étaient censés gagner. Pas de surprise. Mais Mamdani, en fait, ce qu'on voit, c'est l'inverse de ce qu'il raconte. C'est Mamdani, c'est pas la gauche qui a accepté d'être une grande tente. En fait, au contraire, c'est un socialiste autoproclamé qui a gagné malgré les démocrates, en fait, puis contre son parti jusqu'à un certain point. Les ténors démocrates sont sortis contre lui. Son principal rival, c'était Andrew Cuomo dans l'élection, qui se présentait comme indépendant, mais qui est un ancien démocrate déchu. Plein de scandales autour de ce gars-là. Mais donc, c'est ça, c'est la gauche socialiste, on va le dire comme ça, qui a fait une percée malgré l'establishment démocrate et malgré tout ce monde-là, en fait. Oui, parce que... Non, mais il faut rappeler les choses, là. Mamdani a gagné la primaire démocrate. Exactement, oui. Puis qu'est-ce que le Parti démocrate a fait? On fait « Ah ben, alors on le soutient pas. Ouais. » Ils respectent même pas la démocratie de leur propre parti, tu sais. Puis ils se rangent derrière le candidat qui a perdu la primaire. C'est franchement incroyable, mais ça démontre à quel point ils ont... Ça leur fait peur, même les plus petites réformes. Hein, parce que c'est ça que ce qui sonne ou ce qui est radical dans le contexte, c'est ce qui est radical de Mamdani, c'est le contexte dans lequel il présente ces réformes-là, puis le langage qu'il utilise, puis le fait qu'il refuse de se plier au dictat essentiellement des milliardaires de New York, puis en fait même de tout le pays. Puis en fait, ce qui fait peur aux gens comme ce qui fait peur à l'establishment, essentiellement, dans le programme de Mamdani, pourquoi ça les fait capoter autant, pourquoi il crie au communisme, c'est pas tant les réformes elles-mêmes, parce que tu pourrais faire l'argument, parce que Mamdani, c'est ça, ses arguments, il arrive avec des chiffres, il dit,
appliquer la réforme des garderies, ça serait possible parce que ça rapporterait, il cite les chiffres pour le Québec, il dit au Québec, ça a eu des retombées de 10 pour 1 par rapport au Ouais, parce que coût. des femmes pouvaient aller sur le marché du travail. Exactement. Ouais. Fait qu'il dit, ben alors, c'est tout à fait logique, c'est possible. Essentiellement, son point, c'est possible de faire ces réformes-là dans le cadre du capitalisme. Mais c'est pas ça le point, c'est pas ça qui fait peur aux capitalistes. Ce qui leur fait peur, c'est que ça envoie le signal aux gens que c'est possible de demander des réformes puis de gagner, Ouais. puis de refuser de participer au système établi, de rentrer dans les canaux établis par le Parti démocrate. Mhm. Puis que c'est possible donc de mener une campagne qui soit aussi, tu as parlé que c'est une campagne qui a été une campagne menée par la base. C'est Ouais. des centaines, littéralement 100 000 personnes Mhm. qui se sont dit, hey, ça c'est ma campagne. Puis ils sont mis à dire, ah oui, des réformes comme ça, je veux participer à me battre pour ça, tu sais. Il y avait comme une espèce de sentiment d'appartenance chez des dizaines, en fait, des centaines de milliers de personnes qui se sont dit, ah, OK, ça, c'est notre gars. Lui, il nous représente. Il ne représente pas les milliardaires de New York. Mais c'est quasiment plus ça qui fait peur à la classe dirigeante. Parce qu'après ça, C'est le mouvement derrière lui. c'est le c'est ça. mouvement derrière lui, puis ce que ça représente. Parce qu'après ça, ils se disent, les gens se disent, OK, ben si c'est possible de demander ça, puis de se battre pour ça, puis de l'obtenir, ben pourquoi on se battrait pas pour autre chose? Mhm. Ouais. C'est juste le début. Ouais, c'est ça. Ça pourrait galvaniser le mouvement socialiste aux États-Unis, Ouais. puis galvaniser la classe ouvrière et les jeunes. Puis Mhm. des fois, je pense qu'il y a vraiment le prisme des médias au Québec, au Canada, est vraiment déforme la réalité. Tu sais. Mhm. Puis je pense qu'à ce jour, il y a encore cette idée, puis on va en parler dans 2 secondes, Mhm. à l'idée que les États-Unis, c'est à droite et tout ça. Mhm. C'est pas le cas du tout. Les gens souffrent. New York, je regardais les chiffres, c'est épouvantable. C'est la combinaison du loyer, puis le fait d'avoir un enfant, puis si t'en as deux, oublie Mhm. ça, là, tu sais, l'écrasante majorité de ton revenu va à payer le loyer et la garderie, qui est la base des bases. Mhm. Après ça, il te reste des peanuts pour manger, te déplacer, Mhm. avoir peut-être un loisir si t'es chanceux. Tu sais. Ouais, Non, puis ça, c'est ça, c'est le... 75% Ouais, du revenu de la famille new-yorkaise moyenne est dédié au logement plus à la garde, au service de garde. 75% du revenu. Ouais, c'est incroyable. Puis c'est ça qui, ultimement, force les travailleurs et les jeunes à chercher une alternative. Puis dans un sens, Mme Dani, en fait, je voulais nous amener sur la question, qu'est-ce que ça signifie? On a comme Ouais. commencé à y répondre. Ouais. Mais c'est ça, c'est un signe des temps que quelqu'un comme ça Mhm. peut, contre toute attente, gagner les élections dans la capitale du capitalisme. Ouais. Un autre point aussi, c'est la question du mouvement pour la Palestine. Mhm. Parce que Mamdani a été... En fait, il y a 2 points que je veux faire. Il a été calomnié pour ses positions sur la Palestine et tout ça, mais Mhm. à New York, qui est une ville qui a été largement dirigée par l'establishment démocrate sioniste, Mhm. un gars qui est ouvertement pro-Palestine, qui dénonce le génocide, a gagné. Mhm. Ça aussi, c'est une victoire pour le mouvement palestinien, pro-palestinien plutôt. Puis l'autre truc aussi, c'est ce que j'ai mentionné plus tôt, ils ont lancé des millions de dollars contre Mamdani, Ouais. les médias, une campagne de salissage, ça n'a pas marché. Puis ça, on entend ça des fois dans la gauche, les médias sont trop puissants, nanana, Mhm. l'idéologie dominante, la propagande. Ouais. Il vient des moments où ça marche plus, Mhm. quand les gens sont écrasés par le loyer, par la montée des prix, l'inflation, tout ça. À un moment donné, cette propagande-là, ça passe plus. Puis ça, c'est un exemple. Mais donc, j'ai commencé à répondre à la prochaine question, mais oui, je pense qu'on devrait juste vraiment finir sur qu'est-ce que ça signifie, en fait. Qu'est-ce que ça représente, la victoire de Mamdani? Parce qu'on a parlé, oui, quand la classe dirigeante panique, il y a sûrement quelque chose à célébrer. Mhm. Ouais. Mais donc, qu'est-ce que ça signifie, plus largement? Mais je pense que ça c'est une expression de la colère ambiante qui règne. Hein. Puis c'est ça, tu parlais de comment au Québec, le prisme des médias déforme les choses. Puis le prisme qui est repris, ce prisme-là a été repris par la gauche québécoise en général. Hein. C'est le fascisme ambiant. Il y a un gauchiste connu, là, Jonathan Durand-Folco, qui vient de sortir un livre sur comment comprendre la montée du Ouais, ça fascisme. serait bien peut-être faire une revue de ce livre-là. Ouais, c'est ça.
Puis, ah oui, le fascisme ambiant. Les gens sont. C'est comme si on était en Allemagne nazie, là, puis les gens étaient pris d'une fureur. Mais ce qu'ils comprennent pas, en fait, c'est le phénomène du populisme de droite. Qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui explique la montée de Trump? Puis ils reprennent ils calquent les événements de l'Allemagne nazie comme si c'était la même chose qu'on voit en ce moment, alors que c'est complètement différent. Ce qu'on voit, c'est que il y a, il y a les inégalités explosent, les travailleurs voient leurs conditions de vie être détruites et ils voient la montée des extrêmes riches qui se font de plus en plus, qui s'en cachent de moins en moins. Mhm. Puis qu'est-ce qui se présente devant eux? Ils n'ont pas d'expression politique pour cette colère de classe-là. Hein. La gauche a absolument abandonné tout le discours de classe, tout le langage de classe. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné le marxisme, ils ont abandonné les idées socialistes, les idées communistes. Euh, euh, Parce que c'est impopulaire. Alors, ils sont tournés vers une espèce de libéralisme mou. Là. Puis, alors, qui se retrouve à exprimer un langage, à se présenter comme les défenseurs de la classe ouvrière, à utiliser le langage un langage de Utiliser le classe, mot le classe mot ouvrière. classe ouvrière, puis aussi à dénoncer les élites, à dénoncer les capitalistes d'une façon détournée. Mais c'est les populistes de droite, c'est Trump hein, c'est ça, qui attaquait les élites, qui attaquait l'establishment, qui disait on va drainer le marais en parlant Le marais de Washington. le marais de Washington, les bureaucrates, tout ça. Le deep state, tout ça. Avec raison, là. Alors que la gauche se dit ah non, on peut pas faire ça, l'État, le gouvernement, on aime ça. Même chose au Canada, Pierre Poilievre qui parle des bottes, pas des cravates, qui dit on se bat pour les gens qui ont des peanuts plutôt qui ont des yachts. Ouais. Ça, c'est notre traduction C'est maison. difficile à traduire have-nots versus have-yachts. Oui, c'est ça. Le jeu de mots se traduit pas vraiment. On l'a fait pour eux, des peanuts, pas des yachts. Mais c'est ça, c'est eux qui ont exprimé cette colère de classe-là. Mhm. Alors, bien sûr que les gens, quand ils se tournent vers l'expression de leur colère qui existe, même si, puis évidemment, ces partis populistes de droite-là canalisent cette colère de classe-là contre les immigrants, contre le soi-disant wokisme et tout ça. Mais le fait qu'ils soient capables d'exprimer ça, c'est un reflet du fait que c'est absent à gauche. Si on regarde comment le NPD, le QS a agi dans les dernières années, ça a été une mollesse complète, Mhm. une défense du statu quo, oui, quelques demandes, quelques revendications ici. Ah oui, on veut un petit peu. Ils s'en tiennent à essentiellement ce qui est possible, ce qui a l'air d'être raisonnable, puis constamment plié devant la pression de l'establishment, la pression des médias qui disent votre discours n'est pas raisonnable, votre discours est pas acceptable. Puis OK, excusez-nous, on va essayer de présenter un discours raisonnable. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que Trump, Poilievre font? Ils présentent un discours, ils se prétendent être anti-establishment, anti-élite, d'une façon qui est... ils font aucune excuse pour leur discours. Ils ont l'air d'être droits, ils ont l'air de se tenir debout face aux élites que les gens détestent. Mhm. On va revenir là-dessus sur la question de QS et du NPD, mais juste pour finir là-dessus, je pense que la leçon à retenir ici, à presque un an de différence, on a eu Trump et là on a eu Mamdani, et c'est la même colère qui mène aux deux phénomènes, qui semblent complètement inverses, et qui le sont dans une certaine mesure, mais c'est ça qu'il faut comprendre, puis c'est ça que notre parti, notre international expliquait, c'est que la victoire de Trump, c'était pas la victoire du fascisme et de la réaction, c'est un développement réactionnaire, on s'entend, c'est pas positif pour la classe ouvrière que Trump l'emporte, mais ça reflétait, comme tu dis, de manière déformée, cette colère-là, et maintenant, cette colère-là
se canalise à gauche, à Mhm. travers un socialiste démocrate autoproclamé. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus souvent. Mais si on a une gauche qui ose euh, prendre un clair discours anti-establishment, et oui, socialiste, puis je veux qu'on revienne là-dessus sur la question de Mamdani, le socialiste. Mais oui, donc c'est cette même colère-là qui mène à ces phénomènes-là. Puis l'autre aspect, c'est, je pense qu'on l'a déjà mentionné, mais ça en révèle, ça en dit long sur la politique américaine, que les républicains et les démocrates s'en Mhm. prenaient à Mamdani. Puis ça aussi, Mhm. c'est quelque chose qui est pas toujours compris. C'est souvent cette idée que les républicains, c'est les méchants à droite, puis les Ouais, démocrates, c'est la c'est la gauche. gauche, ouais. Pas vraiment, en fait. Les démocrates, c'est le parti par excellence du Mhm. capitalisme américain, en fait. Ils se font remplir les poches par les milliardaires, beaucoup plus que les républicains, d'ailleurs, en ce moment. Il y avait un politicien africain qui avait dit les États-Unis, c'est un pays à parti unique, mais c'est juste qu'ils sont très extravagants, alors ils ont deux partis uniques. Ouais, ben, ça le résume bien, en fait. Puis ça, c'est un point important. Mamdani, il a gagné malgré qu'il était un démocrate. Puis en fait, il y avait j'ai des stats ici là-dessus. Il a gagné les votes de 33% des gens qui ont une vision défavorable du Parti démocrate. Mhm. Puis il a gagné d'ailleurs aussi 9% de gens qui ont voté pour Trump l'an dernier. Fait que ça montre ce qu'on vient de dire. Hum, Puis il a gagné 65% des votants qui ont une vision défavorable des deux partis. Mhm. Puis ça c'est quelque chose qui est incroyable aussi aux États-Unis. Trump, sa popularité est dans le tapis aussi. Là, ça commence après presque un an, on voit qu'il a pas satisfait aucune des promesses Mhm. qu'il avait mises de l'avant. Il n'a pas été capable de régler la crise inflationniste. Les tarifs se sont retournés contre lui. Il n'a pas arrêté la guerre en Ukraine. Sa paix en Palestine est pour le moins fragile. Mais donc, sa popularité descend, la popularité des républicains descend, Mhm. mais les démocrates ne gagnent pas en popularité Ouais. non plus. Ils sont plus détestés encore que Trump et les républicains, malgré De- l'impopularité et, de Trump au pouvoir. et de loin, je pense que Ouais. c'est le taux d'impopularité net de Trump est à 7%, celui Mhm. des républicains est à 13%, donc des républicains en général est à quelque chose comme 13%. Celui des démocrates je ne sais plus exactement, mais c'est 20 à 30% de taux d'impopularité net. Mhm. C'est énorme, là. Puis ils sont très inconfortables avec Mamdani parce que je pense qu'il y a une couche qui réalise que c'est peut-être ça la voie à suivre, d'être socialiste et tout ça. Mais c'est un parti fondamentalement capitaliste, Mhm. que l'establishment qui regarde au-dessus de l'épaule, qui dit ah, va pas trop loin. Tu sais. Fait que oui, puis un autre point, je pense à rajouter, c'est que ça sort pas de nulle part non plus, en fait, la victoire de Mamdani, au sens où ça fait 15 ans et plus, mais au moins 15 ans qu'il y a une crise épouvantable aux États-Unis depuis la crise de 2008, la crise des subprimes en particulier, ça a été un tournant. Une énorme pauvreté aux États-Unis, la crise des opioïdes est dans le tapis, Mhm. les loyers, les garderies, il manque pas de raison d'être fâché, en fait. Puis ça fait longtemps aussi qu'il y a une montée en popularité des idées socialistes Mhm. et des idées communistes aussi. C'est-à-dire, on avait Bernie Sanders il y a 10 ans qui avait monté en flèche, qui était devenu le politicien le plus populaire des États-Unis, basé sur son idée d'une révolution politique contre les milliardaires, sur le fait qu'il était socialiste et tout ça, ou qu'il se disait comme ça. Les DSA, qui est l'organisation de Mamdani, qui est, si on peut le Democratic dire comme ça, Socialist of ouais, America. merci, qui est une faction du Parti démocrate, mais qui parle de socialisme et de lutter pour la classe ouvrière et tout ça, avait connu une montée entre 2016 et 2018, est redescendu un peu après, puis là, Mamdani, c'est Mhm. un autre point de référence. Bref, ça se préparait depuis longtemps des événements comme ça aux États-Unis. Puis moi, je pense aussi, c'est juste le début, en fait. Mhm. Il risque d'avoir plus d'événements de ce genre-là. Donc, il faut garder les yeux là-dessus. Mais non, ça ne sort pas de nulle part. Puis je dirais, le Québec et le Canada est peut-être un peu... le- le- la profondeur de la crise est moindre par rapport aux États-Unis, mais la direction est la même, en fait. Mhm. Puis ça, c'est important. Puis parlant de ça, je voudrais qu'on parle un peu de la réaction des partis qui se disent à gauche, le mouvement syndical, tout ça, au Québec et au Canada. Donc, c'est quoi... ouais, comment... ça a été quoi la réaction ici par rapport à la victoire de Mamdani? Ouais, mais c'est ça. Je pense que la réaction, on peut la résumer à euh, énorme joie et incompréhension complète des événements. C'est c'est à peu près ça.
si on lise les déclarations de QS, des syndicats, puis aussi des dirigeants du NPD, c'est essentiellement Ah, yes, Mamdani, yes. Euh, Quelle joie qu'un progressiste ait pris le pouvoir. Puis les leçons qu'il en tire, c'est pas les bonnes. Si on regarde, par exemple, Heather McPherson, qui est une candidate à la direction du NPD, elle a dit Ah, ça démontre. Ce qui a mené la victoire de Mamdani, c'est, elle dit, c'est à cause de ses médias sociaux et de son travail de terrain. Mhm. Ah, OK. C'est vrai que Mamdani a mené une campagne de médias sociaux excellente. Il fait pas de doute, mais il y avait ce qui a fait que cette campagne-là puisse résonner avec les gens, c'était son C'est contenu. ça, c'est pas le contenant, c'est C'est le contenant est important. le là, contenu. tous les partis ont des médias sociaux. Ouais, c'est ça. Des bénévoles, je sais pas, là, il y en a qui en ont plus que d'autres. Oui, mais c'est ça. mais Mais pourquoi ils en ont oui, plus que c'est d'autres? ça, exactement. La raison pour laquelle il y avait autant de gens qui voulaient se porter bénévole euh, pour Mamdani, c'est parce que le contenu de sa campagne résonnait avec eux. Ça me rappelait un peu quand Gabriel Nadeau-Dubois était devenu... qui s'était présenté pour être le dirigeant... Ben, le dirigeant, désolé. Le porte-parole, le co-porte-parole de QS. Non, blague à part, quand il s'était présenté pour être le co-porte-parole, le député d'Angouin, il avait dit qu'il voulait s'inspirer de la campagne de Bernie Sanders. Mhm. Ça, c'était 2017, c'était à l'époque où Bernie était très connu, était une des figures les plus importantes. Puis il disait, mais il disait, faut s'inspirer de sa manière de faire campagne et de son approche envers les médias sociaux. Fait que c'est la même erreur, en fait. C'était de pas réaliser que ce qui marchait chez Bernie Sanders, c'était le contenu de ce qu'il disait et non pas le contenant. C'est la même affaire qu'on voit. Mhm. Ouais. On peut. Il y a un cas particulier, je pense, qui démontre, dans lequel on peut tirer des leçons. C'est un article intéressant qui a été écrit par Renaud Poirier-Saint-Pierre, oui. qui était comme le conseiller, l'éminence grise derrière Gabriel Nadeau-Dubois, on pourrait dire comme ça. Puis C'est son conseiller pendant la grève de 2012. Il l'a suivi dans QS après. Mhm. Puis il a écrit un article intitulé « Mamdani n'a pas gagné parce qu'il est radical ». Puis bon, vous pouvez aller le lire, mais le titre résume assez bien l'idée, qui est, quant à moi, parce qu'il y a des trucs qui disent qui sont vrais, qui sont intéressants, mais l'idée centrale que Mamdani n'a pas gagné parce qu'il est radical, je pense qu'elle est profondément fausse. C'est justement, parce que son argument, c'est de dire « Ah non, mais c'est pas parce qu'il était radical, c'est parce qu'il proposait ses demandes étaient des propositions concrètes. » Ouais. Mais c'est parce que c'est pas juste ça. Tu peux proposer des propositions, tu peux amener des propositions concrètes, puis dire des propositions concrètes, puis des trucs comme des enjeux, des questions de pain et de beurre. Mais tu peux soulever des questions de pain et de beurre, mais si les gens n'ont pas l'impression que c'est suffisant que ça va être suffisant pour les aider de façon importante, ça va pas les galvaniser. C'est pas la concrétude en tant que telle qui rend qui soulève l'enthousiasme. C'est le fait que quelqu'un, enfin, propose quelque chose, oui, de concret, qui peut radicalement changer leur vie, qui va sérieusement améliorer leurs conditions. Et donc, qui ne respecte pas, qui ne part pas du point de vue de qu'est-ce qui serait possible de réaliser dans les limites actuelles du système? Qu'est-ce qui serait raisonnable selon ce que les capitalistes nous disent qui serait possible de faire? Ce que les capitalistes, l'establishment, toute la classe politique nous dit qui serait possible et selon le budget qu'on a actuellement, Puis la vérité, c'est que actuellement, il n'y a pas grand-chose qui est raisonnable d'après ces gens-là. Alors, on se souvient quand, par exemple, QS avait proposé une maigre de financer son programme avec des maigres hausses d'impôts je me souviens plus c'était quoi. C'était quoi, 0,1% sur les fortunes de plus d'1 million? Ouais, quelque chose comme ça. 1000 $ pour un millionnaire. C'est ça. Ça avait soulevé un tollé incroyable dans les médias. Alors, encore une fois, c'était Kim Jong-un. Puis, fait que là, QS avait
était sur la défensive. Ouais, il patinait, en Il fait. patinait, il était pas capable d'avancer. Fait que là, à chaque fois que la gauche se trouve à essayer de proposer des choses concrètes, ils essaient de rester dans le cadre de ce qu'on leur dit qui Ouais, serait puis, raisonnable. ben c'est ça, il le présentait comme ah, c'est correct, c'est pas si pire. Tu sais. Ouais. Puis tu sais, c'est le contraire avec Mamdani. Tu sais. Puis d'ailleurs, on va se le dire, tu sais, des garderies universelles puis des autobus gratuits, ça va prendre une bataille de fou pour Mhm. gagner ça à New York. Tu sais. Ouais. Ça prendrait une mobilisation de masse des travailleurs, des jeunes, pour forcer les capitalistes à accepter ces réformes-là. Tu sais. Puis d'ailleurs, les capitalistes se préparent aussi. Ouais. Je voyais un article, c'est celui du National Post, j'ai la citation quelque part. Il parle du fait que Mamdani veut financer ses réformes en taxant davantage les riches. Et il dit le socialisme démocratique, ça semble être une bonne idée, mais ce ne l'est pas. Là, je traduis on the spot, si on veut dire. Il dit au moins, ça ne veut pas l'être dans la capitale du capitalisme, où les plus importants capitalistes vont probablement fuir la ville et aller dans des endroits plus où la taxation est plus favorable à eux. Mhm. Tu sais. Donc, ce qu'il dit, c'est que si Mamdani essaye de taxer les riches, ils vont partir. Mhm. Puis c'est vrai. Il y a un élément de vérité là-dedans. Mais pour revenir au sujet de la question de la radicalité de Mamdani, je pense que c'est important. Puis d'ailleurs, c'est factuellement pas vrai de dire que Mamdani n'a pas gagné parce qu'il est radical, Mhm. comme Renaud Poirier-Saint-Pierre dit. En fait, selon un sondage de CNN, ce qu'ils appellent les exit polls, les sondages à la sortie des urnes, 85% du million de gens qui ont voté Mamdani se considèrent comme des socialistes démocratiques. Puis 25% des New-Yorkais en général s'identifient à cette étiquette-là. Donc, non, en fait, le socialisme de Mamdani était au cœur de son discours, en fait, de sa campagne, puis de son message. Donc, c'était pas un truc accessoire. Parce que je l'ai entendu plein de fois dans les cercles de QS, c'est comme ah, c'est pas important de s'appeler socialiste. Ce qui est important, c'est d'être concret. Tu sais. Puis l'étiquette socialiste, ça marchera pas avec ma tante en région. Tu sais. mais le point, c'est ça, c'est ce que tu dis. La concrétude, c'est pas suffisant. Faut proposer en langage clair, effectivement, qui peut connecter avec les gens ordinaires, des propositions qui rompent radicalement avec le statu quo. Puis oui, de le dire, ben, c'est le capitalisme qui est le problème. Françoise David disait ça récemment. À un moment donné, il faut appeler un chat, puis pointer le capitalisme. Et c'est ce que QS a complètement arrêté de faire, en fait. Ouais. C'est pour ça qu'il se trouve dans les bas-fonds des sondages comme en ce moment. Puis effectivement, quand Ruba Gazal parle d'une victoire pour les progressistes, mais tombe dans le piège. Mais c'est ça, parce que progressiste, c'est un terme vague et je dirais presque jusqu'à dire complètement inutile, en fait. Ça veut à peu près rien dire. Puis après ça, la droite se dit « Ah, les maudits progressistes qui pensent que c'est juste eux qui veulent du progrès. » Non, disons les choses comme elles sont. Le capitalisme, c'est le problème, puis nous, on propose de changer de système. Puis un autre point que je ferais, c'est si les capitalistes salissent le non-socialisme, tout ça, ils font référence à des exemples lointains dans le passé. Mais le mot progressiste, là, il est associé avec des gouvernements qui ont été au pouvoir récemment puis qui sont absolument détestés. Les Justin Trudeau de ce monde, les Macron, les Keir Starmer en Grande-Bretagne, ou bien la gauche qui est vue comme ayant trahi toutes ses promesses, comme le NPD qui a été à la remorque de Justin Trudeau, comme les Alexandria Ocasio-Cortez aux États-Unis qui s'est rangé derrière l'establishment démocrate, ou même l'establishment démocrate lui-même qui essaye de se draper dans le drapeau du progressisme, puis qui sont absolument détestés. Alors, de dire « Oh, on va se présenter comme progressiste parce que ça passe mieux que le socialisme, que le communisme », c'est franchement ridicule. C'est pas regarder la réalité en face. Ouais, non, effectivement. Donc une des leçons pour la gauche ici, c'est effectivement de redevenir une véritable force anti-establishment qui critique le capitalisme, qui pointe le problème, puis ouais, qui parle ouvertement de changer de système. Bon, Mamdani est pas parfait non plus. Je pense qu'il faut en parler. Mais c'est ça la leçon. Puis effectivement, tant QS que le NPD, dans la dernière période, ont été dans la direction inverse. Même pas plus tard que le printemps passé, il y avait... c'était Jean-Luc Mélenchon qui était à Montréal pour une conférence avec Ruba Gazal. Puis Ruba Gazal a dit « Ah, j'ai beaucoup appris, c'était vraiment intéressant. »
Et puis c'est ça, Mélenchon a dit il faut arrêter d'avoir peur d'être clivant. Mhm. On va pas plaire à tout le monde, à gauche. 100%, effectivement, on va pas plaire à Bombardier, à PKP, puis on n'a pas besoin, on devrait pas avoir à plaire à ce monde-là. Puis Ruba Gazelle a dit oui, je trouvais ça intéressant, mais par contre, au Québec, on est plus un peuple de consensus. Mhm. Être clivant, c'est plus. Ça, c'est en France, essentiellement. Mais non, en fait, nous, on dit soyons clivants, soyons sans faire d'excuses pour la classe ouvrière, pour les pauvres, contre ce monde-là Mhm. qui ruine notre existence. Puis c'est ça, tu lis le speech de Mamdani, c'est ça qu'il dit. Il dit les milliardaires qui runnent la ville depuis toujours, là, c'est nous qui est au pouvoir. Quand tu parles de nous, c'est nous, le monde ordinaire. Ouais. Du moins, c'est ça son message. Puis c'est ça la leçon, en fait, d'être sans compromis contre le capitalisme, contre l'establishment. Mais c'est ça, puis ça part d'une compréhension que la gauche n'a pas. C'est-à-dire que il n'y en a pas de consensus possible. Mhm. On est, on dirait qu'ils ne comprennent pas. On est dans une société de classe. On est dans une Mhm. société divisée en classes. Puis il n'y a aucun compromis possible entre Pierre-Carl Pelado puis même les propositions les plus de base de QS. Il n'y a aucun compromis possible entre Pierre-Carl Pelado puis la classe ouvrière québécoise en général. Et puis quand la gauche se plaint, mais c'est parce que on n'a aucune chance avec le paysage médiatique actuel. Ouais. Les médias sont tout le temps en train de nous attaquer. C'est comme pas juste. Ça, c'est comme se plaindre que ton avion est en train de... que t'as mal conçu ton avion, puis tu te dis, c'est pas juste, la gravité a emmené mon avion vers le bas. Les médias vont toujours t'attaquer. C'est une constante, c'est quelque chose avec laquelle on est obligé de composer parce que les médias sont entre les mains des gens des capitalistes essentiellement. Les médias sont contrôlés par les riches, par les milliardaires, qui vont s'en servir pour attaquer tout programme qui aide, qui aide à la condition de vie des travailleurs. Puis c'est ça qu'on a vu avec Mamdani. Les médias Ouais. lui ont pas lâché les baskets, puis ça n'a pas marché. Ouais. Il a gagné malgré tout. Alors, c'est sûr que si les partis, si le CQS, si le NPD n'ont pas cette perspective-là, n'ont pas cette compréhension-là qu'on vit dans une société de classe, que la seule manière d'obtenir des améliorations pour les travailleurs, c'est de mener une lutte de classe de front contre la classe des milliardaires, ben, ils vont toujours perdre. Il n'y a aucune façon pour eux de gagner. Mm-hmm. Ouais. Je veux juste qu'on fasse un point peut-être pour finir sur Zoran Mamdani en particulier, parce qu'effectivement, il y a des leçons dont on vient de parler, mais il y a une contradiction fondamentale dans le phénomène Mamdani, tout de même. Parce que oui, ça détonne dans le paysage politique américain. C'est une victoire spectaculaire qui devrait être célébrée, c'est-à-dire les capitalistes sont pas de bonne humeur, il y a de quoi célébrer. Mais il y a une contradiction, c'est que, et ça c'était même dans son discours de victoire, qui était très, très éloquent, tout ça, j'en ai cité des bouts, mais il dit à la fin, il parle du Parti démocrate, puis il dit, là, je ne l'ai pas sur moi, mais quelque chose comme, il faut montrer que le Parti démocrate est capable de donner quelque chose. T'sais. Donc, il présente aussi sa victoire comme une manière de relancer le Parti démocrate. Puis ça montre, je pense, la contradiction fondamentale, ou un aspect de cette contradiction-là, il a des revendications qui seraient un énorme pas en avant pour la classe ouvrière, une énorme défaite pour la classe capitaliste, mais il est dans le parti par excellence du capitalisme américain. Il n'a pas beaucoup d'amis dans le parti, du moins pas dans les tops du parti. Et ça, ce parti-là va mettre une pression énorme sur Mamdani pour qu'il modère ses idées, qu'il tempère les attentes, puis qu'il abandonne ses idées principales, en fait. Puis cette pression-là est déjà visible. Puis c'est aussi déjà visible que Mamdani s'y plie un peu. Même cet été, il a eu, ça a été rapporté dans certains médias, des meetings derrière des portes closes avec des riches new-yorkais, qu'il est ouvert à leurs idées. Il a été dans un de ces meetings-là où ils lui ont demandé d'arrêter de décourager l'utilisation du slogan en anglais « Globalize the Intifada », étendons l'intifada, donc un slogan dans le mouvement pro-palestinien, ce qu'il a accepté de faire.
Donc, ça montre cette pression-là sur Mamdani. Il y avait un riche New-Yorkais qui dit « Ah ouais, je texte souvent avec Mamdani, Ouais. juste pour faire un vibe check. » Tu sais, quasiment, je pense que c'est presque ces mots-là qu'il utilise. Ouais. Puis là, ils disent « Ouais, je le considérais plus comme un capitaliste progressiste, en fait. » Fait qu'ils essaient de gagner Mamdani, de l'amadouer. C'est ça, il y a l'aile hystérique de Ouais. la classe dirigeante, mais il y a l'aile qui est plus comme « Ah, viens, on va Mais- te montrer comment ça marche dans la mais machine. » tu sais. c'est quasiment elle qui est plus dangereuse. Ben, c'est la Pas plus juste- dangereuse, certainement. L'autre, elle sort les crocs, tu sais à qui t'as affaire, mais Ouais. celui-là qui se déguise, ah, on est Ouais. amis, tu sais, on va te montrer. Tu sais, Barack Obama aussi dit qu'il veut conseiller Mamdani. Il n'a pas de conseil à donner à personne, Obama, sur aucune question, sur la question de l'inflation, la pauvreté, l'appui à Israël d'ailleurs, sur Obama, ça n'a pas changé. Mais bref, il y a cette pression-là très forte sur Mamdani. Puis la leçon aussi, je pense qu'il va devenir clair, c'est que tu ne peux pas servir deux maîtres. Mhm. C'est soit tu défends la classe ouvrière, les pauvres, puis tu vas jusqu'au bout, Mhm. tu mobilises la classe ouvrière, tu Ouais. romps avec l'establishment, ou tu te plies à ses pressions. Mhm. Puis ça, ben, l'avenir dira de quel bord ça va. Il y a des indices qui disent que ça regarde pas bien avec Mamdani. Puis ça, c'est d'où ça vient la nécessité d'avoir une vraie perspective, une authentique perspective de classe, d'aller là-dedans pleinement les yeux ouverts sur c'est quoi l'establishment, c'est quoi le capitalisme, puis comment le combattre. Puis c'est ça les idées marxistes, c'est ça l'étude de l'histoire. Puis c'est ça qui manque au DSA aussi, le Democratic Socialist of America, qui est un groupe qui a énormément de potentiel. Mhm. Il y a quelques années, on parlait à des membres de notre international aux États-Unis qui allaient au meeting des DSA avec l'idée de présenter notre programme, nos idées, d'une rupture avec le Parti démocrate, la nécessité d'un parti indépendant des travailleurs aux États-Unis. Puis ça fait son chemin, mais les DSA n'ont pas rompu avec le Parti démocrate, ce qui est une grosse erreur. Fait que ça contient un problème fondamental du phénomène Mamdani. En fait. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Ouais, c'est ça. Puis, non, les démocrates, je pense que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les démocrates vont préférer saboter Mamdani que l'aider. S'il faut, ben, on se souvient que pendant la campagne de 2016, il y a eu Celle de Bernie Sanders. Celle de Bernie Sanders, c'est ça. Bernie Sanders allait gagner, mais tout l'establishment démocrate s'est rallié derrière lui pour essayer l'establishment démocrate là, qui est censé, la bureaucratie du parti, donc qui est censé être neutre lors de la primaire entre Sanders et Hillary Clinton, ce qui a été révélé par des fuites de courriels, c'est que la bureaucratie du parti avait saboté la campagne de Sanders pour essayer pour ramener Hillary Clinton au pouvoir. Ils vont faire la même s'ils savaient que d'après les sondages, c'est Sanders qui aurait gagné contre Trump, alors que les sondages montraient que Clinton allait perdre contre Trump. Donc, ils ont préféré perdre l'élection que de laisser Sanders gagner. Mais c'est ça, comme tu dis, il y a des signes que Mamdani est en train de plier. Par exemple, là, son équipe, il a embauché 4 femmes, pas tirées des DSA, mais tirées des anciennes administrations, des administrations démocrates précédentes. Donc des femmes, des bureaucrates de carrière qui sont liés à la machine. Puis lui, il se dit, ah oui, il faut que j'ai des liens avec la machine, il faut que je la comprenne. Mais non, parce que c'est la machine qui va t'absorber, qui va te gagner. Puis, d'ailleurs, on a eu un exemple au Québec, à Montréal. Hein, on se souvient de Projet Montréal qui était... Valérie Plante, Valérie Plante. Rose et tout ça. Toute la gauche était « Ah, Valérie Plante, Projet Montréal, quelle joie! » Qu'est-ce qui est arrivé? Elle a été complètement absorbée par la machine. Puis elle était très loin d'être aussi radicale que Zoran, mais c'est quand même le même un phénomène similaire. C'est-à-dire qu'elle, c'était certain qu'elle allait se faire absorber par la machine. Lui, il y a les DSA derrière lui. Il y a encore un petit doute. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais il faut que les DSA, puis il faut que Zoran Mamdani comprenne l'état de la situation. Puis je pense que moi, ce que je dirais, c'est que le réflexe dans une situation comme ça, dans une situation où est-ce que tu as un outsider qui arrive dans une machine aussi établie, de se dire que le réflexe, ça peut être « on va pas brasser la cage. On va essayer. » Le truc, c'est on va pas déplaire au monde. Puis si on essaye de pas trop
piler sur les pieds des gens établis, des power brokers, des gros noms. Peut-être qu'ils vont nous laisser tranquilles pour essayer d'appliquer notre programme. Mais c'est absolument la mauvaise approche. Ça serait complètement... Il y aurait tort de faire ça parce que c'est ne pas comprendre encore une fois que l'intention de la classe dirigeante, ça va être de détruire Mamdani ou de le coopter. C'est les deux seules options. Ils vont vouloir soit l'absorber dans la machine, soit démontrer à tout le reste du pays que, regardez, c'est ça qui arrive quand un socialiste prend le pouvoir. Soit un socialiste, c'est quelqu'un de l'establishment, soit un socialiste, c'est quelqu'un qui va ruiner votre ville. Oui, puis ça marche pas. Ouais. Fait qu'en ce moment, la solution, c'est pas de se retrancher, de se recroqueviller puis de dire on va pas trop brasser la cage. En fait, dans une situation comme ça, c'est le momentum qui est essentiel. C'est l'élan qui a été donné par l'énorme enthousiasme derrière la campagne de Mamdani. Puis c'est de comprendre aussi que l'isolement de New York, parce que c'est un gouvernement municipal, le pouvoir qu'ils ont est limité. Alors, c'est de comprendre que il ne peut pas rester isolé, que étant donné que les leviers municipaux sont limités, les appuis, le pouvoir derrière Mamdani, premièrement, c'est la classe ouvrière new-yorkaise, puis la classe ouvrière qui se trouve dans la machine municipale, donc les employés à la base du gouvernement municipal, puis la classe ouvrière du reste du pays. C'est chez eux qu'il doit aller chercher ses appuis et pas dans les bureaucrates de l'administration, pas en faisant des alliances avec les gens pris dans la machine. Et donc, la seule manière de protéger et puis d'appliquer son mouvement, c'est de lancer un mouvement qui commence à New York. C'est de mobiliser des gens à travers le pays pour que ça reste pas à New York, mais que ça s'étende dans le reste du pays. Ouais, puis il serait pas trop tard pour annoncer une rupture avec les démocrates. Il a gagné malgré eux, sans leur aide, contre eux. Puis je suis sûr que la majorité de ces 100 000 volontaires bénévoles-là ne sont pas des démocrates tatoués sur le cœur. Ça serait possible de dire, je lance un nouveau parti, puis d'ouvrir la porte à tout le monde, partout aux États-Unis, qui veulent rejoindre son mouvement, son parti, peu importe comment ça s'appelle. Ça serait immensément populaire. Puis c'est ce qu'on avait vu avec Sanders à l'époque. Il recevait des dons de millions de personnes. Puis il y avait aussi beaucoup de supporters de Sanders qui n'avaient pas voté pour Hillary Clinton, qui avaient préféré rester à la maison ou qui ont même voté pour Trump. Ouais. Donc non, il y a un potentiel, un momentum pour un parti indépendant des travailleurs aux États-Unis, ouvertement socialiste, contre le capitalisme, contre l'establishment. Le temps dira si ça va se matérialiser, mais c'est ça la contradiction qu'on a ici. Donc, à voir comment ça se... De célébrer, d'être content, mais il y a des leçons importantes à en tirer. Il y a des perspectives, la possibilité réelle que Mamdani plie à l'establishment, il ne faut pas se fermer les yeux. Un ami, c'est quelqu'un qui dit la vérité, puis la vérité, c'est que c'est très possible. Mais je pense que ce qui est important pour nous, c'est les leçons pour le Québec et le Canada où le mouvement est à un stade complètement différent, en fait. Il n'y a rien de proche de Mamdani en ce moment qui se passe au Québec, au Canada. C'est pas qu'il n'y a pas ce potentiel-là, en fait. Mais je pense qu'il y a un exemple, c'est-à-dire QS s'en va pas dans la bonne direction, soyons francs, en ce moment. On verra, ça peut changer. Dans le NPD, on peut en parler au moins un peu, c'est un peu c'est la même histoire, mais en pire. 7 députés, le pire résultat de leur histoire à l'échelle fédérale. Il y a une course à la chefferie en ce moment. Avi Lewis, qui est un des principaux candidats, lui, il a célébré la victoire de Mamdani. Avi Lewis parle de nationalisation et tout ça. Ça se peut qu'il y a des chances qu'il gagne la chefferie du NPD. Ce qui serait... Avi Lewis, c'est le conjoint de Naomi Klein, qui est une universitaire connue, qui a écrit des livres sur le capitalisme, No Logo, tout ça. Bref, ça, c'est un peu plus à gauche du NPD qui pourrait gagner, à voir, mais les mêmes leçons s'appliquent. Mais le NPD, en ce moment, c'est peut-être le dernier sujet qu'on peut toucher brièvement, au moins pour aujourd'hui, la question du budget fédéral. C'est important d'en discuter parce que je pense que c'est important, en tant que communiste, qu'on soit à l'affût des principaux développements au Québec, au Canada, qu'on les comprenne, qu'on comprenne ce qu'ils veulent dire. Mais oui, le NPD, il y a une espèce de valsésitation sur
Est-ce qu'ils vont voter contre le budget, s'abstenir, Mhm. voter pour? Il semble qu'ils laissent toutes les options sur la table. Euh, Ce qui est aussi, s'il fallait qu'ils s'abstiennent ou qu'ils votent, ou pire, qu'ils votent pour le budget, je rappelle que les libéraux, c'est un gouvernement minoritaire, donc ils ont besoin de l'appui de quelqu'un pour Mhm. passer leur budget et pas retomber en élection. Mais le NPD, c'est ça. Récemment, ils ont fait le contraire de l'esprit de la campagne de Mamdani. Ils ont appuyé les libéraux pendant 2 ans et demi dans un Mhm. gouvernement minoritaire. Puis là, aujourd'hui, ils sont à la dérive et ils considèrent s'abstenir pour laisser le budget Carney passer. Donc, ça semble pas aller dans la bonne direction. Mais bref, je veux juste qu'on finisse là-dessus, en fait, le budget fédéral. Donc, c'est un autre sujet complètement. Euh, un tout autre sujet. Moins intéressant, mais c'est important. Donc, c'est quoi le budget Carney? Donc, on dit le NPD pourrait s'abstenir, pourrait voter pour, Mhm. ce qui est absolument une mauvaise idée. Pourquoi? C'est quoi ce budget-là? Veux-tu nous l'expliquer un Ben peu? oui, c'est ça. Je pense qu'on peut résumer le budget de trois, avec de trois manières. Dépenses militaires, austérité, cadeaux aux entreprises. Mhm. Puis c'est ça, les dépenses militaires augmentent de façon massive. Je pense que c'est le plus que depuis la Deuxième Guerre mondiale, ou du moins depuis la guerre froide. Donc 82 milliards de dollars sur 5 ans. Euh, et il rajoute aussi 1000 agents frontaliers. Et puis, il donne, en même temps, il donne toutes sortes de cadeaux aux entreprises. C'est un peu difficile d'avoir des chiffres exacts là-dessus parce qu'il y a aussi beaucoup d'esbrouf pour essayer d'aller Ouais, chercher il y a beaucoup de créativité dans la manière qu'il ouais, présente un peu tout ça. c'est ça. Il essaie de se présenter comme étant pro-entreprise, tout ça, mais en même Mhm. temps, il faut qu'il compose avec un budget limité. Alors, il y a un peu d'exagération, mais il y a définitivement des cadeaux aux entreprises, des milliards de dollars en entreprise, aux entreprises. Notamment, il y a une grosse baisse d'impôts pour les entreprises. Puis pendant ce temps-là, ben, c'est l'austérité. 40 000 emplois coupés au sein de la fonction publique fédérale. Ouais, Donc c'est 10 10%. des effectifs fédéraux. Mhm. Puis aussi toutes sortes de petites coupes ici et là, les programmes de Trudeau que Trudeau a appliqué pour planter des arbres. Dans toutes sortes de petits trucs ici et là, ils vont rogner dans des petits programmes. Euh, mais 40 000 coupes d'emplois, c'est quand même significatif. C'est pas encore des coupes dans les services sociaux, par exemple. Les transferts aux provinces, C'est ça, plutôt, oui. c'est pas des coupes dans les transferts aux provinces, mais ça va quand même affecter les gens. Par exemple, il y avait un reportage d'enquête récemment sur les Revenu Canada pour essayer d'obtenir des services de Revenu Canada pour essayer de parler à un employé. Ça prend des heures, puis tu obtiens des informations, des fausses informations. Ça, c'est parce qu'il manque d'employés. Même chose, les gens qui migrent ici, qui ne réussissent pas à parler à quiconque, leur dossier, ça prenne des années et des années. Tout ça, c'est en raison du fait qu'il n'y a pas assez d'employés fédéraux. Euh, donc, ça va empirer ces problèmes-là. Si tu veux postuler pour du chômage, si tu veux toutes sortes de choses comme ça, les services du fédéral vont s'empirer. Donc, c'est une forme d'austérité. Mais en même temps, ce qu'on peut noter, c'est que pendant ce temps-là, le déficit augmente en même temps. Il y a un déficit qui devrait passer à 78,3 milliards de dollars en 2025, ce qui c'est plus important que ceux enregistrés par Trudeau, hormis la pandémie. Euh, et donc, Carney est arrivé en disant on va rétablir les finances publiques, on va réduire la dette, mais lui-même n'est pas encore capable de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il il faut qu'il donne des cadeaux aux entreprises, parce que l'économie va mal, il essaie d'attirer attirer des investissements, puis c'est ça, dépenses militaires pour essayer de plaire à Trump, puis aussi dans un contexte général euh, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais on voit les rivalités Ce impérialistes. sera un sujet d'un autre épisode, Ouais, c'est peut-être. c'est ça. Mais en tout cas, il y a une montée il y a une course à l'armement à travers le monde et le Canada y participe. Et donc, tu vois que
il est un peu pris entre deux chaises. Il fait une espèce de tour d'équilibrisme où est-ce qu'il essaie, il y a des trucs dans lesquels il faut qu'il dépense massivement, mais en même temps, il essaye de trouver des économies. Fait que c'est pas encore l'austérité la plus brutale qui soit. Il n'y a pas encore des coupes massives dans les services publics, mais il y a de l'austérité malgré tout. Et donc, il essaye de faire de l'austérité en essayant, tout en provoquant pas trop une réaction du public, en essayant de ne pas déclencher une colère massive. Mais on se voit dans laquelle direction ça se dirige. On voit que la direction dans laquelle ça se dirige, c'est plus d'austérité, plus de dépenses plus de dépenses militaires, plus de cadeaux aux entreprises. Puis malgré ça, le dernier point que je vais faire, malgré ça, si tu lis ce que les journaux d'affaires disent, ce que disent Le Conseil des affaires canadien. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Le Conseil canadien des affaires dit que ce budget-là manque de nouvelles mesures suffisantes pour réduire les impôts ou augmenter les incitations à l'investissement dans le secteur privé. Donc, ils veulent encore plus de cadeaux aux entreprises. Ils veulent encore plus de coupes de taxes. Puis, en général, ce qu'on voit, c'est qu'ils veulent plus d'austérité. Ils ne sont pas satisfaits. Ils demandent qu'ils sortent la tronçonneuse alors qu'il a juste sorti la hache. Tu sais. Ouais. Puis, je pense que j'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que tu l'as bien résumé. Austérité, militarisme, cadeaux aux entreprises. Ça donne une idée de la direction dans laquelle s'en va Mark Carney. Puis, dans un sens, il avait dit qu'il ferait ça. On peut lui donner ça. Il y a une certaine honnêteté. Dans certaines limites, parce que je pense que non, il n'a pas fait sa campagne au mois d'avril en disant qu'il y aurait de l'austérité et des coupes, parler de choix difficiles, tout ça. Mais c'est ça la situation au Canada. Puis pour mettre les choses en contexte, on se rappellera, les 10 ans de Trudeau, c'était bien des choses désagréables, mais il n'y a pas eu d'austérité massive sous Trudeau. La classe dirigeante canadienne a été capable d'acheter du temps, en fait. Une période de relative paix sociale. Il y a eu la COVID aussi et tout ça. Puis ils n'ont pas eu besoin de sortir la hache. Mais là, c'est différent. La guerre tarifaire a exposé toutes les faiblesses de l'économie canadienne, qui est une des économies les moins performantes de l'OCDE. La productivité du travail est en baisse, en fait. C'est rare que ça arrive dans une économie capitaliste que l'économie devient moins productive. Il n'y a pas beaucoup d'investissement. Puis dans le contexte où notre gros voisin mène une guerre tarifaire, il y a encore moins d'investissement. Donc, il y a une crise insoluble pour la classe dirigeante canadienne. Puis Carney, ben, c'est son budget, comment il disait, un budget générationnel, que plusieurs s'entendent pour dire c'est pas vraiment un budget de grand changement, mais c'est cette tentative de composer avec une situation économique qu'il ne contrôle pas, en fait. Mais effectivement, ça pointe la direction. Puis oui, c'est pas surprenant au final qu'il ne sorte pas la tronçonneuse dans son premier budget, parce que c'est un gouvernement minoritaire. Ce serait sûrement impossible à avaler pour les autres partis un budget d'attaque massive. Donc, c'est juste le début. Puis ça rappelle le gouvernement de Jean Chrétien dans les années 90, qui était le gouvernement le plus austéritaire de l'histoire canadienne à l'échelle fédérale. Son premier budget était pas all-in. C'était 94, un budget qui montrait la direction, mais c'est en 95 que la tronçonneuse est arrivée. Donc non, ça montre la direction dans laquelle s'en vont les choses. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que ça prépare le terrain pour des luttes de classe, en fait. Puis ça, on le voit. D'ailleurs, il y a deux petits détails dans le budget. Il y a une ligne qui parle d'ouvrir la possibilité, étudier la possibilité de privatiser les aéroports. Un autre cadeau à venir au secteur privé. Puis ça parle aussi d'ajuster le cadre de règlement des conflits liés à la négociation collective. Ça, le langage, la novlangue libérale, c'est sûr que ça va être des attaques sur le droit à la négociation collective, des attaques sur les syndicats. Les libéraux sont pas en reste. Ils ont cassé plusieurs grèves dans la dernière année. Mais bref, c'est la direction où s'en vont les choses. Donc, on va avoir des attaques sur le secteur public, sur les services, et dans le secteur privé, on a des usines qui ferment, déjà, notamment en Ontario. Le secteur de l'aluminerie au Québec perd des millions de dollars. Il y a des fermetures d'usines plus ou moins grandes au Québec depuis le début de la guerre tarifaire. C'est ça la perspective au Canada. C'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Puis déjà, on peut voir que les choses changent, c'est-à-dire il y a eu des grands événements cette année dans le pays. Il y a eu la grève des agents de bord d'Air Canada qui a défié un ordre de retour au travail.
La semaine passée, il y a la grève des enseignants en Alberta, qui Mhm. est historique, une des plus grandes manifs, ou la plus grande manif de l'histoire de l'Alberta en soutien aux profs. On a la remontée du mouvement souverainiste en Alberta, au Québec, on en reparlera une autre fois. Donc, il y a une fermentation dans la population. Puis c'est juste le début, en fait. Mhm. Puis ce qui nous attend dans ce contexte-là, c'est sûr qu'à un stade ou à un autre, il va y avoir des grandes luttes, en fait. Mhm. Puis c'est à ça qu'il faut se préparer. Fait que quand on parle de, juste pour faire le lien, quand on parle des leçons de Zoran Mamdani, c'est pas juste la question élection, tout ça, candidat. C'est plus large que ça. Mhm. Mamdani, ça nous renseigne sur la nature de l'époque, en fait. Mhm. Que tôt ou tard, les travailleurs finissent par rejeter l'establishment, rejeter le système, puis chercher des solutions alternatives et, oserais-je dire, radicales, c'est-à-dire une rupture radicale avec ce qui existe, avec le capitalisme. Donc, c'est ça qui se prépare ici aussi. Ouais. Tu as un petit mot de la fin, peut-être? Puis peut-être pas petit. Non, mais Un moyen mot de la fin. parce que je pense qu'une autre leçon importante de Mamdani, c'est ça, c'est bon, une rupture radicale avec le système. Oui, effectivement, parce que ce qu'on voit, c'est que les conditions qui mènent au budget actuel, de, de- de- euh, qui causent la crise économique actuellement, c'est les mêmes qui donnent naissance à un phénomène comme Mamdani. Euh, et, mais c'est aussi la raison pour laquelle il faut qu'on souligne, comme socialiste, je veux dire, disons, euh, on suit les gens on comprend pourquoi il y a autant de gens qui sont enthousiastes par rapport à Mamdani. Euh, et je pense qu'on voit ça comme un développement positif, mais en même temps, c'est ça, il faut qu'on souligne euh, qu'en dernière analyse, Mamdani ne sera pas capable d'appliquer son programme dans le contexte actuel. S'il reste dans les confins du C'est capitalisme. ça, Ouais. s'il reste dans les confins du capitalisme. Le, le capitalisme n'a pas d'espace, il n'y a aucun espace pour les réformes actuellement. Le système, on n'est pas. Il y a des gens qui font référence parfois. Ah oui, le boom des années 60. Ah oui, dans le passé, par exemple, la gauche québécoise se réfère tout le temps à la Révolution tranquille, tout ça. Le PQ a été capable de faire tant de réformes. Même le Parti libéral a été capable de faire tant de réformes dans les années 60, 70, tout ça. Mais oui, mais c'était un contexte économique différent. C'était le boom d'après-guerre avait donné un répit au capitalisme. Il y avait un espace, puis aussi la présence de l'Union soviétique agissait comme une menace pour la classe capitaliste. Alors, elle avait à la fois l'espace pour accorder des réformes aux travailleurs et l'incitatif, c'est-à-dire la peur que les travailleurs se tournent vers l'alternative soi-disant socialiste, là, ou du moins qui était Qui était l'URSS. l'URSS, le stalinisme. Euh, mais aujourd'hui, on n'a pas il y a pas l'espace politique, l'espace économique pour faire ces réformes-là. Le système est en crise partout. On a une crise organique du système, une crise de surproduction qu'on dirait, on pourra parler de ça dans un autre épisode, mais et donc, ça fait que la seule manière d'appliquer le programme de Mamdani, ou même même les réformes de QS, même, ça serait d'aller de l'avant avec une transformation socialiste de la société. Ça serait d'exproprier les grands leviers de l'économie. Par exemple, si on prend Mamdani parle d'un programme d'épicerie étatisée, mais il propose, donc d'épicerie possédée par l'État, mais il propose dans un contexte où est-ce que les chaînes d'approvisionnement agroalimentaire sont encore possédées par les grandes entreprises. Et ces grandes entreprises-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont refuser, elles vont boycotter les ventes parce qu'elles vont les ventes d'épicerie aux épiceries nationalisées de Mamdani. Donc, c'est tout le système capitaliste lui-même qu'il faut
auxquels il faut s'attaquer pour être capable d'appliquer ce programme-là. Ça passe donc par une expropriation de l'agroalimentaire, par exemple, Mhm. pour être capable d'appliquer son programme, ou l'augmentation, le gel des loyers, par exemple. Ça va mener à une confrontation directe avec les propriétaires, les grands propriétaires qui sont, par exemple, 89% des logements des bâtiments de 3 logements et plus, des bâtiments locatifs 3 logements et plus à New York sont possédés par des entreprises. Mhm. Euh, ces gens-là vont refuser, ils parlent déjà d'avoir, par exemple, une grève de l'entretien des logements à New York. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait exproprier les grands logements à New York pour s'ils veulent appliquer leur programme. Donc, n'importe quelle réforme qui serait qui est significative qu'on veut appliquer actuellement amènerait un clash direct avec la classe capitaliste. Puis la seule manière alors d'appliquer ce programme-là, ça serait d'outrepasser les limites de la propriété privée actuellement. Donc, ce que ça veut dire, outrepasser les limites de la propriété privée, c'est de dire, ah ouais, tu refuses, tu boycottes, tu sabotes, ben alors on va prendre ton entreprise, on va prendre tes bâtiments massifs, on va pas respecter ta propriété privée parce que tu refuses de permettre aux gens de vivre de façon décente, tu refuses de donner des salaires qui permettent aux gens de vivre, tu refuses ouais, en fait, même tu refuses de te conformer à la démocratie, au vote démocratique. Donc, Mhm. nécessairement, n'importe quel le programme de Mamdani ou n'importe quel programme de réforme sérieuse exigerait de s'attaquer, de renverser le capitalisme essentiellement, et donc, ouais, c'est ça. Ouais, 50% des New-Yorkais ont voté pour ça. Mhm. Ça doit être appliqué. Puis si ça demande de passer sur passer sur ces gens-là, dire ben tu sais quoi, on va prendre tes logements, ça va devenir des logements publics, Mhm. ben ainsi soit-il. C'est Ouais. ça le point. Puis toutes ces réformes-là, euh, je pense, mènent à la conclusion qu'il faut renverser le capitalisme pour les rendre possibles. Mhm. Puis effectivement, c'est ça la nature de l'époque. Puis je pense que c'est ça qui nous attend au Québec et au Canada aussi. Comme on en parlait avec le budget Carney, la situation économique au Canada, c'est une crise énorme se prépare et ça va amener de plus en plus de gens à ces conclusions-là. Je Mhm. pense qu'il faut attaquer le système lui-même. Les fermetures d'usines, la réduction des services, la détérioration des services. Euh, c'est lié à un système qui est plus capable de donner des Mhm. services, qui est plus capable d'investir dans la productivité, dans l'amélioration des conditions de travail. La trajectoire, elle est descendante depuis bien longtemps. Puis Mhm. c'est ça qui crée des phénomènes comme Mamdani, qui vont en créer d'autres. Mais à travers ça, nous, le rôle qu'on se donne en tant que communiste, c'est célébrer les pas en avant quand il y en a, Mhm. critiquer les erreurs et montrer patiemment que la voie à suivre, c'est ça, c'est de renverser le capitalisme lui-même, qui est ultimement une option qui devient de plus en plus sensée aux yeux d'un grand nombre de gens. Quand on dit que 85% des New-Yorkais se considèrent comme des socialistes démocratiques, qui aurait dit ça il y a Mhm. 10-15 ans? C'est nouveau. C'est nouveau pourquoi? Parce que la crise du système force des gens à chercher des réponses puis des alternatives. Donc c'est ça la perspective qui se dresse devant nous. Je pense que c'est peut-être un bon moment pour finir, Mhm. mais un point très important lié à ça, c'est que maintenant, les inscriptions sont ouvertes pour notre prochaine édition de l'École marxiste d'hiver de Montréal. Donc, ça va être du 13 au 15 février. Puis le thème est assez à propos parce que le thème, c'est réforme ou révolution. Mhm. Donc, on va discuter du réformisme, de c'est quoi la perspective révolutionnaire, avec des sujets comme la révolution bolivarienne au Venezuela avec Hugo Chavez, euh, la question de l'environnement, la lutte environnementale, le pacifisme ou le marxisme sur la question de la guerre. On va parler de la Révolution tranquille au Québec. On va parler des mythes de la Confédération canadienne et de plein d'autres sujets. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Ça fait 16 ans qu'on l'organise. Les 2 dernières éditions, il y avait 600 participants de partout au Canada, des gens des États-Unis, d'Europe qui étaient venus aussi, d'Amérique latine. On vise au moins à répéter le chiffre de 600 Mhm. et même plus, on l'espère. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, il est encore temps d'encercler la date sur votre calendrier, de vous inscrire sur notre site web marxiste.qc.ca. Il y a une bannière pour l'école marxiste
direct sur la page d'accueil. Donc, manquez pas ça. Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu, si ces idées-là vous parlent, ben, on n'est pas juste un podcast qui analyse, on est un parti avec des gens dans le mouvement, dans la rue, sur les campus, les milieux de travail qui essaient de propager ces idées-là au plus grand nombre. Donc, si ces idées-là vous parlent, rejoignez le Parti communiste révolutionnaire dès aujourd'hui.